Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est la preuve vivante qu'il est possible de dépasser les limites sociales et ce, peu importe nos origines et milieux sociaux. Ce soir, nous nous arrêtons sur le parcours de Lufiane Mukwami Ndongala, sacré ambassadeur de la diaspora dans la 16e édition du magazine Ici et ailleurs. Lufiane Mukwami Ndongala, oui. bonsoir. Bonsoir. À l'âge de 9 ans, vous quittez la République démocratique du Congo pour la France. Oui. Et vous grandissez dans des quartiers populaires où tout aurait pu vous maintenir dans ces murs. Cependant, vous refusez de vous résigner. Aujourd'hui, vous êtes porteur de multiples projets. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos projets, mais surtout des étapes qui ont été décisives pour orienter votre carrière vers l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, et le social lui-même. C'est vrai que, issu des quartiers populaires, on a déjà en venant en France à l'âge de 9 ans, en grandissant dans un milieu, voilà, pour rappeler, moi, ma famille était dans un milieu assez aisé au pays, et quand on est venu ici, ma mère, en fait, elle se disait elle était commerçante, elle faisait beaucoup de voyages entre la France, l'Europe et le Congo. Et quand elle n'était pas là, moi je sortais. Je n'écoutais pas l'autorité qui était restée un peu au pays pour m'aider. Et je commençais déjà à aller dans des concerts, voir des répétitions, me faire un petit groupe. À l'âge de 8 ans déjà, un petit groupe de quartier, on faisait des musiques. Voilà, Et elle s'est dit, si je laisse cet enfant au niveau de la France, de l'Afrique, il risque de prendre des chemins tortueux. Alors elle m'a envoyé au niveau de la France chez sa petite sœur. Et en arrivant là, là on atterrit à Grigny. Et à Grigny, on apprend d'autres réalités. Là, on s'acclimate aussi à la réalité du pays. Enfant, on fait bien sûr le cursus scolaire normalement. Mais à partir de l'âge de 15 ans, je me suis dit non, faut pas que En fait, elle va m'appeler au niveau de la France en me disant oui, je t'ai pas fait partir en France pour vivre certains chemins parce qu'elle entendait les bagarres, elle entendait les réalités des quartiers populaires et ne voulait pas que je le vive. Et moi, ça m'a aussi fait un déclic et là, j'ai commencé à mettre en place certains projets. D'accord. En 2013, en parlant de ces projets que vous mettez en place, en 2013, vous créez l'Holidays. Et pouvez-vous nous présenter l'Holidays, son capital humain, les activités principales, ses missions? C'est vrai que l'Holidays, avant l'Holidays, en 98, j'ai commencé un premier projet au niveau de la ville de Grigny. Là, on commençait un peu à grandir. On avait deux choix, soit la rue ou les structures un peu associatives. J'ai plutôt choisi les structures associatives. On mettait en place une compilation qui était la colère de la banlieue sud. On était dans des rixes interquartiers. Et là, je ne connaissais pas encore l'animation, mais j'ai fait ce projet-là et ça a très bien marché. Ça, je dirais plus temporisé parce que les rixes interquartiers continuent encore, malheureusement, jusqu'à nos jours et tuent nos jeunes. Mais on a pu atténuer, je dirais, entre le 91, le 94 et la banlieue, le Paris 13, qui faisait un peu la banlieue sud. Et ce projet-là a très bien marché. Je me suis vu qu'en fait, ça me ressemblait, ça apportait des choses. Et je suis passé à une autre étape, je suis parti après me former en faisant le BAFA, le BFD. À 21 ans, je commence à devenir directeur des centres de loisirs. Et là, je me rends compte que c'est vraiment ma fibre. Et on se forme en parallèle dans l'ESS, économie sociale et solidaire, avec la loi Benoît Hamon de 2012, que je commence à créer la première épicerie solidaire au niveau de Courcouronnes. Et là, arrivé à Vitry, je suis reparti à Vitry après mon mariage en 2013. J'arrive dans un quartier où il y a des problèmes intergénérationnels. Un jeune, malheureusement, un couple mal placé, a dû causer le décès d'un habitant. Et de là, on s'est dit qu'au lieu de rester d'être spectateur de ce qui se passe, on va devenir acteur de notre quartier. Et de là, on va créer l'Holidays. C'est un peu le parcours Holidays qui est un jeu de mots, lol, sourire, days, jour de joie. Voilà, jour heureux, c'est-à-dire que les gens peuvent venir avec leurs problématiques, mais ils doivent repartir. Notre devise, c'est de repartir avec un vrai sourire du cœur, non pas un sourire protocolaire. D'accord. Et comment travaillez-vous avec les acteurs locaux, que ce soit les mairies, associations, entreprises? C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, que ce soit par rapport à l'Holidays ou d'autres choses qu'on a pu faire hier, si on arrive sur un terrain, on fait d'abord un diagnostic. Diagnostic de terrain, un vrai diagnostic social. Quels sont les besoins?
qu'est-ce qu'on peut aussi apporter chez nous dans ce diagnostic? On sort interne, extérieur, quels sont les partenaires qui sont sur place? Qu'est-ce que nous, on peut apporter comme projet concrètement qui va créer du lien social et faire bouger les lignes, apporter un plus à ce que, bien sûr, les communes ne peuvent pas être partout. Et on ne peut pas toujours reprocher aux maires de faire certaines choses, alors que le monde associatif, c'est aussi une alternative de ce que les collectivités locales peuvent apporter. Et de là, on a pu mettre en place certaines choses. Aujourd'hui, il y a un centre de formation, il y a une EVS, espace de vie sociale, avec une épicerie solidaire qui a près de 500 familles qui ont pu avoir accès. L'épicerie solidaire, c'est une alternative à une banque alimentaire. On connaît tous tout ce qui est Resto du Cœur, Secours catholique. On a un peu une alternative, dans le sens où les structures comme des banques alimentaires, c'est un peu de l'assistanat. Où les gens ils viennent parce qu'à rapport à un besoin, on leur donne et ça peut malheureusement être éternellement en fait, dans le sens où de génération en génération. Or qu'une épicerie solidaire, c'est aller vers l'autonomie, c'est-à-dire aider les personnes à devenir autonomes demain. Bien sûr, ils viennent pour un temps bien précis, de 3 à 6 mois, au-delà de faire des achats à un prix très bas, et on met en place des activités pour les aider à s'émanciper demain. Avec des vraies valeurs d'éducation populaire. Et comment financez-vous ces projets? Par les collectivités locales, que ce soit mairie, région, département, par rapport à ces activités, par rapport aux besoins que nous remarquons et ce que nous voulons apporter, il y a des dispositifs que l'État met en place, le gouvernement, comme par exemple les quartiers d'été. Chaque été, l'État subventionne des associations pour essayer de faire vivre les quartiers. Et vous parliez de résultats, que ce soit avec cette association créée en 1998, qui va réduire le taux de risque. Le risque interquartier. Interquartier. Vous disiez aussi également par rapport à ces épiceries solidaires que vous accompagnez ces personnes, ces familles. Alors, par quelle méthode mesurez-vous cet impact sur le terrain? Sur le terrain, c'est de voir des personnes. Je vais donner un exemple pour être dans le pratico-pratique. Il y a une bénéficiaire qui venait à l'épicerie, d'une de nos épiceries solidaires. Elle a été dans le besoin, elle a été suivie. Bien sûr, nous, on a des commissions, parce que sinon, on va me dire, tout le monde va venir, tout le monde va se voir. Comment vous faites pour les critères que vous mettez en place? On a quand même une commission pour voir si vraiment la personne est dans le besoin. Et cette bénéficiaire, parce qu'elle venait souvent, on sentait aussi qu'elle avait le sens du relationnel. À un moment ou l'autre, en faisant le travail avec elle, elle est devenue bénévole. Parce qu'on voyait aussi dans son bénévolat, elle avait ce sens du relationnel, elle avait besoin des outils. On a envoyé un peu certaines formations de base. Après, elle est devenue responsable et jusqu'à elle a fini pour devenir, à un moment donné, la responsable de l'épicerie solidaire. Pour dire qu'effectivement, elle était bénéficiaire. On fait un travail pour que les gens s'épanouissent. Si c'est leur fibre, on les accompagne jusqu'à leur épanouissement. Et à ce jour, avez-vous des chiffres? Des chiffres... qui peuvent parler concrètement de... Nous, personnellement, je m'interdis les chiffres parce qu'aujourd'hui, c'est les humains qu'on veut voir concrètement. Des vies transformées et on a beaucoup de vies transformées, des personnes aujourd'hui qui se professionnalisent, des personnes qui retrouvent ce que je dis souvent. On a beaucoup de bénévoles qui viennent, mais après on les perd parce que quand ils viennent chez nous, on est vraiment malgré qu'ils apportent des choses au niveau de l'association, on est là pour leur épanouissement. On n'est pas là pour nous, on est là d'abord pour eux, même en tant que bénévole, autant aussi que les bénéficiaires. C'est pour cela les chiffres, oui, il y a là, je veux dire 500 familles qui sont passées au niveau de l'épicerie, près de milliers de jeunes qui ont eu leur BAFA, BFD, des formations professionnelles, de centaines de jeunes qu'on a accompagnés au niveau des prisons. Voilà, c'est-à-dire que les chiffres sont là, mais personnellement, on s'interdit de s'attarder. Ça fait depuis 2013 nous sommes sur le terrain, au niveau de Vitry-sur-Seine. Et le travail continue jusqu'à l'heure d'aujourd'hui où on a un centre de formation, on a un club de basket, on a un sport diversifié, on a l'épicerie solidaire et on a aussi les voyages, découvertes culturelles et solidaires. Pourquoi? Parce que quand on parle d'ici et ailleurs, c'est vrai que les racines et les ailes, la forme, en fait, le voyage fait grandir les jeunes. Peut-être sur les 10 ne vont pas être transformés, au moins 1 ou 2 puissent retrouver le terrain de la réinsertion et à eux de faire le témoignage derrière du travail qui s'est fait dans leur vie. Monsieur Ndongala, en 2022, vous vous présentez aux législatives en tant que représentant de la 9e circonscription du Val-de-Marne. Cependant, vous n'atteignez pas le but, mais comment expliquer
Un tel retard, je dis retard parce que vous commencez en 98. Mhm. Vous commencez à être engagé en 98 et vous ne vous présentez qu'en 2022. Comment expliquer cela? C'est vrai que j'ai toujours eu cette envie d'être dans le terrain, répondre aux besoins dans le terrain. Des engagements politiques, ça ne m'était pas venu à l'idée. C'était toujours, on fonce, on essaie d'apporter de lien social, on essaie de mettre en place des quartiers, on essaie de faire vivre nos quartiers. Prendre ses responsabilités, je me disais, c'était pas fait pour nous, on laissait aux autres. Mais la somme du parcours, on a fait, pour les présidentielles, avec des amis, on a fait une action citoyenne qui s'appelait Parlons Votons. C'est-à-dire qu'on prenait le micro-trottoir, on allait voir les habitants pour leur dire, si tu étais président, qu'est-ce que tu aimerais comme changement dans ta ville? On a fait la plupart des quartiers populaires parce qu'en France, le taux d'abstention, c'est quand même dans nos quartiers populaires. On s'est dit comment faire pour inciter les jeunes, les personnes de nos quartiers à voter, sans donner des directives politiques. Sans dire qu'il faut voter pour X, Y, on leur tend simplement les micros en leur disant si tu es président, qu'est-ce que tu aimerais comme changement dans ta ville? Et en tournant, en faisant des tours des quartiers avec des amis, ça me revenait toujours la chose, oui, ça c'est bien ce que tu dis, mais pourquoi pas toi? Quand on me disait, ouais, mais est-ce que toi, tu es engagé politiquement? Je dis, non, moi, ça ne serait pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je redonnais un peu aux autres. Mais à chaque fois, ça revenait. Comment vous expliquez ça? Parce qu'on se disait que ce n'était pas pour nous. On était un peu le syndrome de l'imposteur. L'imposteur, ce n'est pas pour nous. Nous, on fait ce qu'on sait faire. On reste sur le terrain. On est un peu ces gens qui font les choses. Et on laisse ça, soi-disant, à des professionnels de la politique. Et en faisant cela, toujours cette question revenait. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? De la somme de mon parcours, j'ai été responsable associatif, j'étais président, j'étais fondateur, j'ai presque tout fait. C'est comme s'il y avait un plan. Je me sentais limité. Je me suis dit, pourquoi pas y aller pour porter tout ce que les gens me disaient, comme dans le micro-trottoir ou ce que j'ai pu vivre dans mon parcours, aller représenter ces personnes là où les décisions se font prendre au niveau du sommet de l'État ou en tant que député pour impulser des lois qui pourraient répondre à leurs besoins. Par exemple, des lois sur la sécurité, on parle beaucoup de sécurité. Oui, nos quartiers, on ne dit pas que nos quartiers, tout est rose. On a nos réalités dans nos quartiers. Mais comment amener un réel apaisement? Non pas sur la répression, mais sur la prévention. Et quelles sont des lois qui peuvent aider aujourd'hui pour qu'il y ait une réelle prévention qui vont atténuer en fait l'insécurité dans nos quartiers? Pour finir, quels sont vos projets à venir dans les 5 années? 5 années à venir, c'est essayer de toujours être proche du peuple, proche de nos quartiers, essayer de faire briller les autres dans nos quartiers, essayer d'élever le plus et aussi de redorer l'image de nos quartiers pour dire que nous ne sommes pas condamnés à l'échec dans nos quartiers. Ce qui est sûr, c'est que vous incarnez l'idée selon laquelle, peu importe le milieu d'où nous venons, nous grandissons, et bien rien n'est joué d'avance. Non, c'est qu'à un moment ou l'autre, il ne faut pas être dans les stigmatismes qu'on veut nous mettre, dans ces cases qu'on veut nous mettre. Et il faut essayer de déjouer les pronostics. Voilà. Là, moi, personnellement, la première fois que j'ai pu me présenter au législatif, on me disait que ça ne sert à rien, tu ne pourrais pas, tu vas même faire 0,5%. Mais j'ai fait presque la moitié, 4. Je me suis dit, mais d'où ça vient? Vous faites pour dire que faut pas rester sur les légendes urbaines, faut pas rester sur les stigmatisations, on veut nous voir, faut pas être le faire-valoir, faut être de ceux qui sont pour les changements et qui osent. Lufiane Kwame Ndongala, merci. Merci. Merci d'avoir accepté notre entretien du jour. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes bien sur Global Africa Télé Sud et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur nos antennes.